Imaginez recevoir un jour, par la poste, un paquet anonyme contenant un livre mystérieux, cryptique, rempli d'illustrations étranges et de messages codés. C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs universitaires à travers le monde, déclenchant une paranoïa collective. Tout le monde cherchait une signification cachée, un complot ou une preuve d'intelligence supérieure. C'est ce mystère, surnommé l'énigme du manoir aux abeilles, qui a poussé le journaliste Jon Ronson à s'enfoncer dans les couloirs les plus sombres de la psychologie humaine. Mais ce qu'il a découvert au bout du chemin est bien plus terrifiant qu'un simple puzzle. Il a découvert que nous vivons dans un monde obsédé par la définition de la folie, et que la frontière entre un lead brillant et un prédateur clinique est parfois aussi fine qu'un cheveu. Avant de plonger dans le test, posez-vous cette question que vous avez sûrement déjà évitée. Avez-vous déjà ressenti un vide absolu là où les autres ressentent de la peine? Avez-vous déjà menti, non pas par nécessité, mais juste pour voir si vous pouviez manipuler la réalité? C'est ici que commence notre voyage vers la compréhension de l'ombre qui habite peut-être certains d'entre nous. L'aventure de Ronson prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre un homme nommé Tony. L'histoire de Tony est le cauchemar de tout être humain doté de raison. Jeune homme un peu rebelle, Tony s'était retrouvé impliqué dans une bagarre de rue. Pour éviter une peine de prison classique dans une aile dangereuse, il a eu une idée qu'il pensait être brillante, feindre la folie. Il a imité les comportements qu'il avait vus dans les films, a prétendu entendre des voix et a simulé des crises de démence. Son plan a fonctionné, du moins au début. Il a été envoyé à Broadmoor, l'un des hôpitaux psychiatriques les plus sécurisés et les plus célèbres du Royaume-Uni, aux côtés des criminels les plus instables du pays. Mais une fois à l'intérieur, Tony s'est rendu compte que l'asile était bien pire que la prison. Il a alors décidé de dire la vérité aux psychiatres, de leur expliquer que tout n'était qu'une mise en scène, qu'il était parfaitement sain d'esprit. Et c'est là que le piège s'est refermé sur lui. Les médecins ont écouté ses explications avec un sourire calme et ont noté dans son dossier: le patient est un manipulateur hors pair, il tente de nous tromper pour s'échapper, c'est la preuve ultime de sa psychopathie. C'est ici que Ronson nous confronte au premier grand biais de la psychologie, le biais de l'observateur. Une fois qu'une étiquette est collée sur votre front, chaque geste que vous faites devient une confirmation de cette étiquette. Si Tony est calme, on dit qu'il cache sa rage. S'il s'énerve, on dit qu'il est instable. S'il est poli, on dit qu'il utilise son charme superficiel pour manipuler le personnel. Tony s'est retrouvé coincé dans une boucle logique dont il était impossible de sortir. Plus il essayait de prouver sa santé mentale, plus il s'enfonçait dans la définition clinique du psychopathe. Cette situation soulève une vérité dérangeante sur notre société: nous adorons les boîtes. Nous adorons classer les gens, définir qui est normal et qui ne l'est pas, car cela nous donne l'illusion de la sécurité. Mais qui définit les critères de ces boîtes? C'est ainsi que Ronson fait la connaissance de Robert Hart, l'homme qui a créé l'outil le plus puissant, et peut-être le plus dangereux, de la psychiatrie moderne, la checklist de la psychopathie, aussi appelée le test de Hart. Le test de Hart n'est pas un simple questionnaire de magazine. C'est une liste de 20 traits de caractère, notés de 0 à 2. Si vous obtenez plus de 30 points, vous êtes officiellement classé comme psychopathe. Le problème, c'est que ce test a commencé à être utilisé partout, dans les tribunaux pour décider de la libération d'un prisonnier, dans les hôpitaux, et même, de manière plus informelle, dans le monde du travail. Ronson décide d'apprendre à utiliser ce test. Il veut savoir s'il est possible de repérer un psychopathe simplement en observant son comportement. Il apprend que le premier trait, le plus célèbre, est le charme superficiel. Le psychopathe n'est pas un monstre qui bave dans un coin sombre, c'est souvent la personne la plus séduisante de la pièce. Il sait exactement quoi dire pour vous mettre à l'aise, il imite les émotions humaines avec une précision chirurgicale, même s'il ne les ressent pas. C'est une forme de mimétisme prédateur. En écoutant les critères du test, on commence inévitablement à scanner son entourage. On pense à ce collègue qui ment avec une aisance déconcertante, à cet ex-partenaire qui semblait n'avoir aucun remords après une trahison, ou à ce patron qui semble prendre un plaisir malsain à licencier des employés. Le test de Hart nous donne un pouvoir immense, celui de voir derrière le masque, mais comme Ronson va vite le découvrir, ce pouvoir est une épée à double tranchant. En cherchant les psychopathes partout, on finit par voir de la folie même là où il n'y a que de la complexité humaine. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le détail de cette liste de 20 signes et voir comment ils se manifestent dans la vie réelle.
nous verrons que le psychopathe n'est pas forcément un tueur en série, mais qu'il peut être assis juste à côté de vous dans l'open space, ou pire, vous regardez chaque matin dans le miroir. Préparez-vous, car le test commence maintenant, et les résultats pourraient bien vous empêcher de dormir. Alors que Jon Ronson s'enfonce dans l'étude du test de Robert Hart, il réalise que pour un œil non averti, la psychopathie ressemble étrangement à ce que notre société moderne considère comme du charisme ou de l'ambition. Le premier grand trait de la liste est la loquacité et le charme superficiel. Le psychopathe possède une agilité verbale hors du commun. Il ne se contente pas de parler, il vous enveloppe. Il a réponse à tout, même s'il doit inventer la réponse sur le champ. Mais si vous écoutez attentivement, vous remarquerez que ses paroles sont souvent creuses, dénuées de profondeur émotionnelle. C'est ce que Ronson appelle le masque de la normalité. Le psychopathe est comme un anthropologue venu d'une autre planète qui aurait passé des années à étudier les expressions humaines pour mieux les copier. Il sait quand il est censé avoir l'air triste, quand il doit rire ou quand il doit simuler l'empathie, mais à l'intérieur, le moteur est froid. Il n'y a pas de connexion entre le mot et le sentiment. Le deuxième trait est encore plus troublant, le sens grandiose de sa propre valeur. On ne parle pas ici d'une simple confiance en soi. Le psychopathe se voit réellement comme le centre de l'univers. Il est convaincu qu'il est supérieur aux lois, aux morales et aux autres êtres humains. Pour lui, les gens ne sont pas des individus avec des rêves et des douleurs, mais des outils ou des obstacles. Cette certitude absolue lui donne une force de persuasion incroyable. Dans un monde où beaucoup doutent d'eux-mêmes, quelqu'un qui affiche une assurance sans faille devient naturellement un lead. C'est là que le piège se tend, nous sommes programmés pour suivre ceux qui semblent savoir où ils vont, même s'ils nous emmènent droit dans un précipice. Ronson commence à se demander si cette absence totale de doute n'est pas précisément ce qui permet à certaines personnes d'atteindre les sommets du pouvoir sans jamais regarder en arrière. Vient ensuite le mensonge pathologique et la tendance à la manipulation. Pour un psychopathe, mentir est aussi naturel que respirer. Il ne ment pas toujours pour un bénéfice précis, parfois, il ment simplement pour l'exercice, pour le plaisir de voir s'il peut altérer votre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le gaslighting. Si vous le confrontez à une contradiction, il ne s'excusera pas. Il réécrit simplement l'histoire en temps réel, avec un tel aplomb que c'est vous qui finissez par douter de votre propre mémoire. Ce trait s'accompagne d'une absence totale de remords ou de culpabilité. C'est peut-être la caractéristique la plus effrayante du test. Imaginez pouvoir faire du mal à quelqu'un, le ruiner ou briser son cœur, et ne rien ressentir. Pas une pointe de regret, pas une nuit d'insomnie. Pour le psychopathe, le remords est une émotion inutile qui ne fait que ralentir la progression. Ronson illustre cela par une scène marquante où il observe des entretiens cliniques. Il remarque que lorsque les psychopathes parlent de leurs crimes, même les plus atroces, ils le font avec une affectivité superficielle. Ils décrivent un acte violent avec la même neutralité que s'ils parlaient de la météo ou de ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Leur cerveau ne traite pas les concepts émotionnels de la même manière que le nôtre. Des études d'imagerie cérébrale ont d'ailleurs montré que chez eux, l'amygdale, la zone du cerveau responsable de la peur et de l'empathie, est souvent moins active ou plus petite. Ils sont, au sens propre, biologiquement incapables de ressentir votre douleur. Ils voient vos larmes, ils comprennent ce qu'elles signifient intellectuellement, mais ils n'en ressentent pas l'écho en eux. Alors que nous avançons dans cette liste de 20 critères, une paranoïa commence à s'installer chez le lecteur et chez Ronson lui-même. On commence à appliquer le test de Hart à tout le monde, à ce politicien qui sourit un peu trop parfaitement, à cet homme d'affaires qui licencie des milliers de personnes sans sourciller, à cet ami qui semble toujours obtenir ce qu'il veut sans jamais rien donner en retour. Le test devient une lentille à travers laquelle le monde semble soudainement peuplé de prédateurs camouflés. Mais Ronson soulève une question fondamentale, à partir de combien de traits devient-on un monstre ? Si vous cochez 3 ou 4 cases, êtes-vous simplement quelqu'un d'un peu difficile, ou êtes-vous un psychopathe en devenir ? La limite de 30 points est-elle une barrière réelle ou une invention pour nous rassurer ? Dans la prochaine partie, nous quitterons les asiles psychiatriques pour entrer dans les gratte-ciel de la finance et de l'industrie, là où les traits du psychopathe sont parfois célébrés comme les clés du succès. Nous irons à la rencontre de ce que l'on appelle les psychopathes à succès, et vous verrez que la folie n'est pas toujours là où on l'attend. Jon Ronson fait alors une rencontre qui va bouleverser sa vision du test. Il part interviewer Al Dunlap, un homme d'affaires légendaire surnommé Chainsaw Al ou Al la tronçonneuse.
Dunlap était célèbre pour sa méthode radicale. Il rachetait des entreprises en difficulté, licenciait des milliers de personnes en une seule journée, fermait des usines entières et revendait les restes pour un profit immense. Pour Wall Street, il était un génie de l'efficacité. Pour les familles dont il avait détruit la vie, il était un monstre. Muni de sa précieuse checklist de Robert Hart, Ronson s'assoit en face de lui dans son immense propriété décorée de statues de prédateurs, des lions et des aigles en bronze. C'est là que le journaliste réalise une chose stupéfiante, presque tous les traits de la psychopathie que les médecins utilisent pour garder des gens comme Tony enfermés sont les mêmes traits que l'on enseigne dans les écoles de commerce pour devenir un leader puissant. Le manque d'empathie. En business, on appelle cela la capacité à prendre des décisions difficiles sans se laisser dominer par ses émotions. Le sens grandiose de sa propre valeur, on appelle cela une vision de leadership et une confiance en soi inébranlable. Le charme superficiel. C'est le charisme nécessaire pour convaincre les investisseurs. Ronson commence à cocher les cases de sa liste tout en parlant avec Dunlap. Quand il aborde le manque de remords, Dunlap ne s'en cache même pas. Il rit de l'idée même de culpabilité. Pour lui, le monde est divisé en deux catégories, les prédateurs et les proies. Si vous n'êtes pas capable de manger les autres, vous serez mangé. À ce moment précis, le test de Hart prend une dimension politique et sociale. Si notre système économique récompense le manque de conscience, alors nous avons créé une machine qui propulse les psychopathes au sommet de la pyramide. Mais l'enquête prend un tournant plus complexe. Ronson réalise que le test de Hart est une arme à double tranchant. En apprenant à repérer les psychopathes, il commence à en voir partout. Il devient lui-même un peu obsédé par l'idée de démasquer la folie. Il se rend compte que nous, le public, les médias, nous adorons l'idée que les méchants sont des psychopathes cliniques. Cela nous rassure. Si un dirigeant prend une décision cruelle parce qu'il a un cerveau défectueux, alors nous n'avons pas à remettre en question le système qu'il a mis là. C'est la commodité de l'étiquette. L'étiquette psychopathe nous permet d'exclure un être humain du cercle de l'humanité. Une fois que vous avez décidé que quelqu'un a un score de 30 sur 30, vous n'avez plus besoin de l'écouter, vous n'avez plus besoin de comprendre ses motivations, vous pouvez simplement le neutraliser. Cette partie du livre nous force à regarder les autres traits de la liste, ceux qui sont moins glorieux que le charisme, l'impulsivité, l'irresponsabilité, l'incapacité à planifier à long terme et le besoin constant de stimulation. Beaucoup de psychopathes ne finissent pas PDG, ils finissent dans la rue ou en prison parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'ennui d'une vie normale. Ils ont besoin d'adrénaline, de risque, de chaos. C'est cette instabilité qui finit souvent par les trahir. Ronson observe que même les psychopathes les plus brillants finissent par commettre l'erreur de trop, parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont trop intelligents pour se faire attraper. Leur absence de peur, qui était leur plus grand atout, devient leur plus grande faiblesse. Ils ne ressentent pas le signal d'alarme que nous ressentons tous quand nous nous approchons du danger. En explorant le monde des psychopathes à succès, Ronson soulève un miroir devant nous. Sommes-nous complices? Est-ce que nous admirons secrètement ces individus parce qu'ils osent faire ce que notre morale nous interdit? Il y a une certaine fascination pour celui qui n'a pas de chaînes émotionnelles. Nous regardons des films sur les tueurs en série et les requins de la finance avec une curiosité morbide. Nous voulons savoir ce que cela fait de vivre sans le poids de la conscience. Mais la réalité, comme le montre Ronson, est beaucoup moins glamour. C'est un monde froid, vide, où les relations ne sont que des transactions et où la solitude est absolue. Dans la dernière partie de notre voyage, nous verrons comment sortir de cette obsession pour les étiquettes et quelle est la véritable leçon que Jon Ronson a tirée de son voyage au bout de la folie. Nous reviendrons sur le cas de Tony et nous nous demanderons, au final, qui est le plus fou, celui qui n'a pas d'empathie ou la société qui cherche à tout prix à diagnostiquer son prochain. Au terme de son voyage, Jon Ronson se retrouve face à un constat troublant. À force de chercher des psychopathes partout, il a fini par adopter lui-même un comportement de prédateur. Il a appris à décomposer les êtres humains en une liste de symptômes, à ignorer leur complexité pour ne voir que leur score sur une échelle de 0 à 40. C'est là que réside le véritable danger de l'industrie de la folie. Lorsque nous définissons quelqu'un uniquement par sa pathologie, nous cessons de le voir comme un individu. Nous transformons la psychiatrie en une forme de tribunal où la sentence est définitive. Tony, l'homme coincé à Broadmoor, en est l'exemple le plus tragique. Son histoire nous montre que la vérité est rarement binaire. Tony n'était peut-être pas un saint, il était peut-être un manipulateur,
mais méritait-il d'être enterré vivant dans un asile parce qu'il ne rentrait pas dans la case de la normalité? Ronson réalise que la psychopathie n'est pas une ligne de démarcation claire entre eux et nous, c'est un spectre. Nous avons tous, à des moments de notre vie, fait preuve d'un manque d'empathie, d'un peu de manipulation ou d'un ego surdimensionné. La différence réside dans la fréquence et l'intensité. En voulant à tout prix identifier les monstres, nous risquons de créer une société de surveillance mutuelle où chaque trait de caractère original ou difficile est immédiatement étiqueté comme une maladie mentale. Le journaliste finit par comprendre que le test de Haar, bien qu'utile pour identifier des individus réellement dangereux, est devenu un outil de pouvoir entre les mains de ceux qui veulent simplifier le monde. Le monde n'est pas peuplé de psychopathes d'un côté et de gens sains de l'autre. Il est peuplé d'êtres humains profondément faillibles, complexes et souvent contradictoires. Une autre leçon fondamentale de ce voyage est la résilience de l'empathie. Si vous vous inquiétez d'être un psychopathe après avoir entendu cette liste, c'est presque certainement la preuve que vous ne l'êtes pas. Un véritable psychopathe ne se soucie pas de savoir s'il en est un. Il ne ressent pas l'angoisse morale ou le désir de s'améliorer pour le bien des autres. L'inquiétude est le propre de celui qui possède une conscience. Notre capacité à ressentir la douleur d'autrui, à éprouver de la culpabilité et à douter de nous-mêmes est précisément ce qui nous rend humains. C'est notre plus grande vulnérabilité, mais c'est aussi notre plus grande force. C'est ce qui nous permet de construire des sociétés basées sur la coopération plutôt que sur la prédation pure. En fin de compte, Jon Ronson nous laisse avec une mise en garde. Nous vivons dans une culture qui adore le spectaculaire, le noir et blanc, et les diagnostics rapides. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, nous sommes prompts à traiter nos adversaires de sociopathes ou de narcissiques pour les discréditer. Mais en faisant cela, nous perdons notre capacité à comprendre la nuance. Nous cessons de chercher les causes sociales, économiques ou personnelles des comportements humains pour tout réduire à une anomalie cérébrale. C'est une solution de facilité qui nous évite de regarder en face les zones d'ombre de notre propre culture, celles qui, comme nous l'avons vu, récompensent parfois les comportements les plus impitoyables. Alors, êtes-vous un psychopathe? La réponse compte sans doute moins que la question elle-même. Ce qui compte, c'est l'attention que nous portons à la manière dont nous traitons les autres et à la manière dont nous nous jugeons nous-mêmes. La folie est une frontière mouvante, et personne n'est à l'abri de se retrouver un jour du mauvais côté de l'étiquette. L'histoire de Tony, de Hal Dunlap et de Jon Ronson nous invite à cultiver une forme d'humilité. Avant de vouloir tester le monde entier, apprenons à tester notre propre capacité à la compassion et à l'esprit critique. Ne laissons pas les checklists remplacer notre intuition et notre humanité. Le monde est bien plus vaste et bien plus mystérieux que 20 petits points sur une feuille de papier. Merci d'avoir suivi cette enquête au cœur de la psychaccent aiguë humaine, et n'oubliez jamais que derrière chaque étiquette, il y a une histoire que nous ne connaissons pas encore.